Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ce soir ici à l'IAE. Je suis Benjamin Drofton, le directeur de l'IAE, et nous sommes particulièrement heureux de vous recevoir, le public et les invités pour traiter de ce thème. Donc vous allez voir le réseau, la collaboration, le national, l'international. Particulièrement heureux parce que ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'on n'a pas fait de regard croisé parce qu'il y a eu une crise, mais je ne sais plus laquelle, ce qui nous interdisait de nous réunir. Et c'est un dispositif qu'on avait lancé avec Thomas Stenger il y a en 2015 ou 2016. Et malheureusement, on a dû lâcher ce dispositif. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, on se réunit 2-3 fois par an autour d'une thématique et on met des chercheurs avec des praticiens et on essaye de faire un bon moment de convivialité et d'échange. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue, je vous souhaite un bon débat et puis on pourra échanger si vous le souhaitez après la conférence. Et je passe la parole à Thomas Stenger qui est le directeur du laboratoire. Merci Benjamin Drofton. Thomas Stenger, directeur du laboratoire CEREJ, créé en 1998. Et je vais donc vous raconter l'histoire du... Non, rassurez-vous, non. Du laboratoire. Non, simplement vous dire que la recherche en gestion, ça se passe dans un laboratoire, mais on ne fait pas ça tout seul, évidemment. Ça se passe forcément avec les organisations publiques, privées. Et donc on a toujours eu à cœur d'organiser un dialogue, un échange avec le monde des organisations. Donc on est très heureux ce soir d'accueillir des praticiens de la gestion et d'organiser ces regards croisés. Voilà, et je vais bien sûr très rapidement me taire, tout simplement pour laisser la parole à nos invités, mais je veux le faire juste après avoir remercié l'IAE qui nous accueille dans ces murs. Donc merci à l'IAE de Poitiers de nous accueillir ici. Remercier les organisateurs de ces regards croisés, Nawel Daffer et Olivier Coussy, et oui, on a le droit de les applaudir et de les remercier. C'est important. Remercier l'ensemble des intervenants, et j'ai parlé de Nawel Daffer et d'Olivier Coussy qui organisent ces regards croisés, mais ils ne le font pas seuls, ils le font avec le soutien d'un partenaire, RCF, qui va animer cette soirée. Donc merci également à eux. Merci RCF. Et je me tais tout de suite pour tout simplement laisser la place au débat et aux échanges. Bonne soirée à toutes et à tous, et surtout, ne partez pas avant la fin, vous savez qu'il y a un petit pot après, c'est important. Bonsoir à tous. À mon tour de vous remercier, tout d'abord de vous saluer, n'est-ce pas? De vous remercier d'être présents pour cette reprise des traditionnelles conférences du laboratoire CEREJ qui se présente sous un format de regard croisé entre chercheurs et praticiens. Quoi de mieux que d'ouvrir le bal par un sujet qui s'inscrit parmi les prérogatives actuelles des entreprises et des organisations en général. Nous avons choisi, pour cette première édition de l'année 2023, de traiter le sujet des réseaux, la thématique des réseaux. Ne dit-on pas que l'union fait la force? Oui. Alors, le débat d'aujourd'hui a pour objet de répondre aux premières questions, aux différentes questions qui peuvent se poser autour du concept de réseau. Qu'est-ce qu'un réseau en réalité? Est-ce que l'appartenance à un réseau est-elle réellement bénéfique pour l'entreprise et son dirigeant? Est-ce que l'appartenance à un réseau est réellement une nécessité pour réussir à l'international? Qu'est-ce qui fait qu'un réseau soit meilleur qu'un autre? Qu'est-ce qui fait qu'un réseau soit plus efficace qu'un autre? Des questions parmi tant d'autres auxquelles nos chers intervenants apporteront des éclairages, mais aussi des précisions. N'est-ce pas, Olivier? Et oui, on a réussi à réunir un plateau de personnes émérites, pas dans l'âge, je précise, parce qu'à l'université, les émérites, c'est ceux qui sont à la retraite en cette période de réforme votée ou pas votée, qui sera votée ou qui ne l'a pas, puisque 49.3, voilà. Donc, des personnalités émérites, au rang desquelles on va commencer par quelqu'un qui est dans la salle, qui va assurer ce soir le rôle de Candide. Et on le remercie beaucoup, puisqu'il posera la première question, et que normalement, il a pour mission de faire une petite synthèse à la fin. Et on a donné cette responsabilité énorme à un de nos doctorants, donc ces apprentis chercheurs, ceux qui compagnonnent pendant 3 ans pour faire ça. Et en plus, il vient de très loin, puisque c'est celui qui est le plus éloigné, puisqu'il est là pour 5 mois, de Madagascar, puisqu'il réside à Madagascar. Et donc c'est Rova Razananevo, j'y suis arrivé,
qui est doctorant en sciences de gestion avec le professeur Émile Land, qui est ici. Bonjour Rova. Bonjour à tous. Ensuite, on a sur les chercheurs qui apporteront des éclairages, Christian Marcon, qui est professeur des universités en sciences de l'information et de la communication. Bonjour Christian. Jean-Christophe Gessler, qui est maître de conférence en sciences de gestion, plutôt spécialisé en international business, export. Bonjour Jean-Christophe. Oui, c'était un petit rituel qu'on s'était imposé avec Véronique Bossard, que je salue ici, qui était quand même, Préchou, pardon, j'y arriverai jamais, qui était quand même à l'initiative de ces regards croisés et qui, même si elle ne les organise plus, est là dans la salle. Merci Véronique d'être présente. Il y a évidemment des praticiens, puisque s'il n'y a pas de sciences de gestion, s'il n'y a pas des praticiens de la gestion, hein, c'est un peu le principe. Donc Vincent Grosieux, qui est le directeur de la Technopole Grand Poitiers, qui s'appelle nouvellement Néologie. Bonjour Vincent, merci beaucoup d'être là. Et Gaël Bultel, qui est chargé d'affaires à l'Ubicom et membre du comité directeur d'un réseau, BNI Poitiers Futuroscope. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Et évidemment, je laisse la parole maintenant à Lydia de Habreux, qui va animer ce regard croisé. Merci beaucoup. En tant qu'entrepreneur ou futur chef d'entreprise, vous vous interrogez sur la véritable utilité du réseautage et sur le retour sur investissement de cette démarche. Pour soulever ces interrogations, nos chercheurs, professionnels et institutionnels vont nous éclairer. En introduction de cette table ronde, je vous propose un proverbe chinois qui dit « Lorsque les hommes travaillent ensemble, les montagnes se changent en or ». Et pour appuyer ces propos, Ronald Reagan nous rappelait qu'en travaillant ensemble et en réunissant nos richesses, nous pouvons accomplir de grandes choses. Je vais me tourner vers Christian Marcon. Cher professeur, pouvez-vous nous donner la définition d'un réseau professionnel ? Oui, alors, une définition unique, c'est compliqué à donner. Disons qu'un réseau professionnel, c'est un regroupement de personnes qui ont eu l'occasion de se rencontrer soit dans leur vie professionnelle antérieure, soit dans une vie personnelle antérieure, et qui à un moment donné décident de porter un projet ensemble, et qui trouvent comme formule le fait de maintenir des liens de façon relativement souple et pourtant organisée, pour arriver à porter quelque chose et à se monter. Alors ça prend souvent une forme associative, par exemple, mais pas nécessairement. Et ça peut fonctionner à la condition d'être très vigilant sur un certain nombre de points. Il faut d'abord qu'il y ait une vraie raison de créer le réseau, que ce ne soit pas juste une idée qui a traversé à l'occasion d'une soirée un peu festive ou d'un verre de l'amitié après un débat. Il faut qu'il y ait une véritable animation, ça ne s'auto-anime pas, un réseau, il faut des gens pour porter ça. Il faut qu'on ait des règles de travail en commun qui soient bien établies, sinon ça part à volo et chacun fait un petit peu ce qu'il a envie. Il faut qu'on s'organise au niveau de la disponibilité des informations, et puis il faut avoir quelque chose à se dire. À un moment donné, si on n'a pas envie de partager des informations, des conseils, etc., on a eu une idée, mais c'est resté une idée. Et un réseau, ce n'est pas une idée qui traîne. C'est des gens qui font effectivement des choses ensemble. Le point de départ, c'est ça. Est-ce qu'il y a différents styles de réseaux professionnels ? Oui, il n'y a pas un type de réseau qui serait particulièrement plus efficace qu'un autre. On rencontre plein de variantes. Alors, assez souvent, ça prend la forme d'une association professionnelle, soit organisée autour d'un territoire, comme ici avec la Technopole, soit organisée autour d'une filière, comme on peut avoir dans la région Aquitaine, avec une filière autour de l'aéronautique. Mais ça peut prendre aussi une forme d'organisation tout à fait ad hoc en fonction d'un micro-problème qu'on a à monter. Et là, c'est toute la souplesse de l'organisation en réseau. C'est, je prends une situation, je regarde qu'est-ce qui caractérise la situation en termes d'acteurs professionnels, et je trouve la forme qui va le mieux pour faire travailler ces gens-là ensemble s'ils en ont envie. C'est vraiment une question d'envie. Et qu'est-ce qui va produire cette envie de rejoindre un réseau plutôt qu'un autre ? Peut-être que l'envie vient, alors suivant les cas, elle vient des rencontres antérieures qui ont fait qu'on a créé un minimum de liens de sympathie qui donne envie d'aller échanger avec l'autre parce que ça se fait assez spontanément, soit de la prise de conscience d'une nécessité de faire quelque chose parce qu'une situation pourrait se dégrader. En tout cas, il faut qu'il y ait une conviction que d'agir en collectif sera beaucoup plus efficace que de partir en ordre dispersé, chacun dans son coin. Là, dans un collectif de type réseau, on peut partager de l'information
de l'intelligence, c'est-à-dire personne n'est capable d'analyser toutes les situations tout seul. On peut partager des conseils, et c'est vraiment ça que les gens viennent chercher, ce partage de conseils et d'idées, pour favoriser derrière la prise de décision. Il y a eu une étude faite auprès de 3 groupements d'entrepreneurs. Il y avait le groupe des chefs d'entreprise du Québec, il y avait le CJD, et puis il y avait Rhodanime, qui est un réseau localisé dans la zone Rhône-Alpes. La première chose, c'est avoir de meilleures informations et de meilleures idées pour prendre des meilleures décisions. C'est ça le point de départ. D'accord. Et qu'est-ce qui va motiver... donc pour vous, en fait, un chef d'entreprise devrait absolument rejoindre un réseau pour l'accompagner. Oui, alors évidemment, c'est du temps en plus. Oui. Chef d'entreprise, on est un peu occupé, en général, donc c'est du temps à prendre en plus. Mais très vite, la conviction vient, c'est-à-dire seul à s'occuper de son entreprise, avec qui on parle. On a des salariés, on a des collaborateurs, mais qui comprend les difficultés qui sont les vôtres, si ce n'est d'autres personnes dans la même situation, qui vont pouvoir venir à un moment donné partager des idées et simplement parfois rompre un peu la solitude, c'est-à-dire se dire je ne suis pas tout seul à être confronté à ça, et d'autres aussi, et donc on a peut-être des choses qu'on peut se donner, des conseils qu'on peut se donner pour essayer d'aller un peu plus loin ensemble. De toute façon, l'avenir au niveau des entreprises est aussi au montage, à côté de la performance individuelle, elle est au montage de dynamique collective. Sinon, on n'arrivera à rien. Et comment on rejoint ces réseaux, justement ? Ça dépend du choix des réseaux. Vous avez des réseaux pour lesquels il suffit de cogner à la porte en disant « Est-ce que je peux venir ?» On vous dit oui. Et puis vous avez des réseaux sous condition, c'est-à-dire, OK, vous venez sous réserve d'avoir, par exemple, une activité professionnelle qui concorde un petit peu avec la nôtre, ou sur réserve d'être du même territoire que nous pour que ça nous rapproche les uns les autres. Donc c'est vraiment extrêmement variable, et pour le coup, il n'y a pas de modèle unique. Il n'y a pas de one best way, c'est en fonction de la situation. Lorsque s'est créé une filière autour de l'aéronautique, au point de départ, il y a eu un chercheur, plus la conviction d'un service de l'État que ça avait la peine de faire quelque chose, et puis ils sont allés taper aux différentes portes en disant « Voulez-vous faire partie d'eux ?» C'est parti d'un acte de prospection, ça peut être simplement ça. Et à d'autres moments, ça se fait spontanément. Je pense au Réseaucom que je connais bien, réseau de communicants de la Vienne. À un moment donné, des gens se disent « On a un vrai métier, mais personne ne mesure ce qu'est la difficulté ou la spécificité de notre métier. On va faire quelque chose, on va monter un réseau. » Donc ça, vraiment, ça part du terrain. Comme avant le SPN, qui est aujourd'hui Cobalt, en lien avec le numérique. Tout à fait. Ça correspond. Souvent, il y a l'initiative de quelques personnes qui disent « Et si ?» Oui. Et ça part de là. Après, s'il y a une idée forte, s'il y a une volonté, si les gens s'engagent, ça donne quelque chose. Sinon, ça devient très vite non plus une idée forte, mais une idée morte. Voilà, c'est tout. Donc les réseaux permettent véritablement une bonne collaboration entre chaque entrepreneur. Si les gens le veulent bien, si c'est organisé, si on n'a pas au milieu de tout ça on va dire des comportements opportunistes qui peuvent avoir un effet très négatif sur le fonctionnement du tout. Donc on est dans de la pâte humaine, hein. Donc encore faut-il que les gens se respectent, souhaitent travailler ensemble, et puis qu'après on mette en place un pilotage pour réguler ce qui doit l'être. Mais ça peut fonctionner, ça peut se planter, et ça peut fonctionner. Cette collaboration fonctionnera avec la bonne volonté des humains qui veulent vraiment travailler ensemble. Bonne volonté, organisation. Et puis le minimum de moyens qui permet de donner un peu d'avancée concrète aux choses, quoi. Ouais, je comprends. Et donc, parlons d'un réseau local, du coup, et je vais me tourner vers vous, Vincent Grosieux. Donc vous êtes à la tête de Néologie, l'ex-technopole de Grand Poitiers. Donc vous avez changé de nom en fin d'année, je crois, ou en début d'année, je ne sais plus. C'est ça. Et donc vous vous présentez comme un accompagnateur des entreprises qui souhaitent surtout plus se développer à l'international. Mais vous créez aussi un réseau autour de la technopole. En effet. On peut assimiler la technopole à un réseau, une tête de réseau, mais la thématique, ça va être l'innovation. C'est ce qui va effectivement être notre point de relais. Le point d'entrée. Nous sommes effectivement une association déjà, créée par l'agglomération de Poitiers, avec le CHU, avec l'ANSMA, l'Université de Poitiers. Et notre mission, c'est en effet d'animer le territoire par l'innovation et d'accompagner de manière individuelle les porteurs de projets innovants pour qu'ils transforment leurs projets en start-up.
Et à partir de là, on va créer une communauté. On intègre à peu près une cinquantaine de startups par an accompagnées au sein de l'incubateur. D'accord, 50. Oui, une cinquantaine. Avec entre 15 et 20 nouvelles startups qui intègrent l'incubateur chaque année. Donc il y a un comité de sélection qui valide l'innovation, qui est le bien fondé de l'innovation. Et à partir du moment où c'est validé, le porteur de projet rentre en incubation 12 à 24 mois. Et pendant ces 12 à 24 mois, on va s'attacher justement à créer ce réseau avec les autres acteurs de l'innovation, tels que vous avez cité SPN, mais on travaille avec Soltena, avec tous les acteurs de l'entrepreneuriat et l'innovation du territoire, pour que cette force de réseau donne à ce porteur de projet tous les moyens pour développer son projet. Donc là, la force du réseau, c'est la Technopole, de par ce hub qui crée, ces connexions qui crée dans toutes les étapes d'incubation et d'accompagnement, qui va donner vraiment la valeur de l'accompagnement. Donc là, la force du réseau. Donc vous les mettez en réseau, mais au sein de la Technopole, vous avez aussi des spécialistes qui les accompagnent aussi dans ces réseaux, justement. En effet. Nous sommes une équipe de 10 personnes. C'est quelque chose qui s'est étoffé parce que j'ai le souvenir des projets de la Technopole. Je pense que ça a été un petit peu difficile à démarrer au début, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment une structure un petit peu plus solide avec vraiment des compétences élargies. En effet. La Technopole n'a que 5 ans. Donc c'est assez jeune pour une technopole. Donc on a eu besoin de se structurer, de recruter des experts. Donc on a donc 5 experts, ce qu'on appelle des startup managers, et ils prennent un projet du stade de la pré-incubation jusqu'à l'accélération. Donc c'est quand même des expertises assez fortes pour que le porteur de projet se sente sécurisé tout au long de la construction de son projet, de l'industrialisation, de sa preuve de concept, de toute sa stratégie marketing, jusqu'à la levée de fonds qui est extrêmement importante. Et on les prépare à ça. Donc c'est grâce aussi à ce réseau qu'on a su créer aussi de fonds, de business angels, qu'on active pour les porteurs de projets, qu'on arrive à aller voir se développer et accélérer. En fait, vous illustrez ce que M. Marcon disait. Au final, ça fonctionne si on arrive tous à se coordonner et à trouver la même ligne de mire pour travailler ensemble. Vous, aujourd'hui, c'est l'innovation que vous accompagnez sur le plan local comme international. Est-ce que vous avez un exemple de start-up dont vous pouvez nous parler, que vous avez accompagné et qui aujourd'hui fait ses premiers pas peut-être à l'international ? Ça serait peut-être la plus connue, ce serait Rinov, qui effectivement est un peu... C'est pas vous qui l'avez accompagné dès le début. C'est le CEI. Alors le CEI fait partie de la Technopole, mais effectivement Rinov, qui est une solution digitale pour aménager son intérieur, je dirais, a commencé effectivement au CEI, donc au Futuroscope, et qui est maintenant un acteur européen de l'aménagement digital d'un intérieur. Donc on les a surtout accompagnés, nous, je dirais, sur la phase de conception de leur business plan, et l'international se fait à l'heure actuelle. Je dirais qu'à l'heure actuelle, le plus édifiant serait peut-être le Peak Wheel, le véhicule électrique qui se dirige avec les jambes, qui est en train de... Alors lui, on l'a accompagné jusqu'à Las Vegas en janvier dernier, et qui a effectivement retrouvé ses premiers clients à Las Vegas, et qui va se déployer aux États-Unis dans les prochains mois. Super. Donc ça, c'est effectivement le type d'accompagnement qu'on peut mener. Vous aviez accompagné aussi l'entreprise Domalis, qui avait été aussi au salon de Las Vegas, et à cause de la crise, avait tout stoppé du coup. En effet, oui. Ça fait partie des entreprises que vous accompagnez également, ouais. Oui. L'accompagnement à l'international se fait à l'intérieur d'un dispositif qui s'appelle Sirena. Sirena Startup. C'est un dispositif qui est à la dimension de la région Nouvelle-Aquitaine. C'est la mise en commun des moyens des 10 technopoles de Nouvelle-Aquitaine. Et ce dispositif, depuis le 1er janvier, il est porté par Néologie Technopole. C'est nous, Néologie, qui allons créer le programme d'accompagnement pour l'ensemble. On va dire, il y a 1000 startups sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Et on va mettre à disposition ce programme, et principalement ce qu'on appelle du soft landing. Soft landing, ça veut dire que nous allons créer des passerelles avec des incubateurs internationaux, et nous allons proposer à des startups d'aller faire des séjours immersifs
au sein de ces incubateurs internationaux. Donc ça va leur permettre d'avoir une première expérience à l'international, sécurisée, d'avoir une possibilité de tester leur offre sur un marché étranger et d'avoir effectivement un appui local d'un startup manager qui va les accompagner dans leur développement sur le marché étranger. Donc là, génial, ça c'est la force du réseau. D'accord. C'est un réseau qu'on va créer international effectivement d'incubateurs. Et il y a la force locale de nos 10 technopoles qu'on va également activer dans le côté réceptif. C'est-à-dire qu'il y a également des startups étrangères qui vont venir chez nous 15 jours, 3 semaines. Aller-retour, d'accord. Voilà. Un Côté échange d'un côté comme de l'autre. Effectivement. Donc là, effectivement, ça c'est la force du réseau aussi pour les accueillir. Et en fonction de la thématique que va adresser le marché, que va adresser la startup étrangère, on va peut-être plus la accueillir à Agen si c'est de l'agro, et peut-être plus à Poitiers si c'est de la santé. D'accord. Voilà. C'est sur toute la Nouvelle-Aquitaine, cette Oui. labellisation. C'est un dispositif de Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle Sirena Startup. Donc on l'opère pendant 2 ans, à partir du 1er janvier 2023. Donc là, ça a déjà démarré. Il y a déjà des entreprises qui se sont positionnées. Alors là, nous sommes en train de contractualiser avec et de définir les passerelles. Donc les 3 passerelles sur la fin d'année qui ont été définies, c'est le Sénégal, la Suisse et le Canada. À partir de la signature, on propose effectivement à l'ensemble des startups qui veut effectivement aller en immersion sur ces destinations-là. Et à partir de là, on va construire les programmes. Très intéressant. Voilà. Je trouve que ça offre de belles perspectives pour les startups et d'avoir une vision comme ça et de se dire qu'on peut être accompagné, incubé et avoir entre guillemets un parrain, si j'ai bien compris. C'est ça. C'est quand même intéressant pour ça les sécurise. entreprises. Le réseau sécurise. Le réseau sécurisé, c'est très chouette. Voilà. Je vous remercie. Je vais donner la parole à monsieur Jean-Christophe Gessler. Vous, cher maître de conférence, vous êtes spécialisé dans l'internationalisation. International tout court, en fait. Que pensez-vous du concept de néologie et de l'accompagnement qu'il propose aux entreprises, aussi bien localement que du coup à l'international ? Alors effectivement, moi je m'intéresse au réseau plutôt dans une démarche d'internationalisation des entreprises, plutôt des PME et des ETI, parce que les grands groupes ont déjà des équipes suffisantes, alors que les petits manquent de ressources. Tout à fait. Donc il y a des réseaux spécifiques à l'international, il y a les conseillers de commerce extérieur, il y a French Founders à l'étranger. Et j'ai été aussi amené à observer beaucoup de cas, beaucoup de structures qui essayent, comme les technopoles, comme des fédérations professionnelles, comme des pôles de compétitivité, de constituer des réseaux pour aider à exporter. Et c'est un sujet difficile, parce que l'export c'est difficile, le réseau c'est difficile, alors quand on cumule les deux, c'est à la croisée des difficultés, je dirais. Donc j'ai coécrit avec une consultante qui est une des personnes qui a le plus d'expérience dans le domaine en France, dans l'accompagnement de groupements d'entreprises, un petit livre qui s'appelle « L'exportation collaborative, se regrouper pour exporter », qu'on a fait avec la Fabrique de l'exportation. Et en fait, il y a plusieurs niveaux. Tant qu'on fait que s'informer, collecter des infos, c'est assez facile. Quand on décide, comme vous le disiez, de travailler ensemble, il faut accepter de rogner un peu l'indépendance et ça devient, on rentre un peu dans le dur. Voilà. Le rôle des structures publiques, à mon avis, alors c'est peut-être pas forcément ce que vous avez envie d'entendre, mais il s'arrête là où le business commence. Oui. Quand ils veulent faire du business à l'étranger, les exportateurs, ils aiment être entre exportateurs. Donc ils aiment qu'on leur présente des gens, qu'on leur présente des moyens, des opportunités d'affaires, mais au moment où vraiment on passe dans le concret, ils aiment que ce soit plutôt un de leurs pairs qui lead le projet. Tout à fait. Mais je pense que cette structure publique est plutôt un partenaire qui va vous donner la main pour mettre le pied à l'étrier. Et ensuite, on pourra donner la parole à Gaël. On parlera des réseaux plus professionnels où là, on travaille vraiment entre pros pour faire du business. Et je pense que des structures, si vous êtes d'accord avec cette formulation, et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai regardé un petit peu les entreprises que vous avez accompagnées et ça s'est vraiment étoffé. Donc, même au niveau donc, des salariés, vous vous êtes élargi, mais effectivement, ce n'est pas vous qui accompagnez les entreprises pour faire le business, on est d'accord ? En fait, l'incubation va plus loin qu'un accompagnement qu'on pourrait
qu'on pourrait voir avec d'autres acteurs. On va vraiment face par exemple au fonds, on les aide on les entraîne et on organise le rendez-vous. On va quand même très très loin dans la relation, même avec leurs distributeurs ou leurs financiers. Donc l'incubation va un peu plus loin qu'un simple accompagnement qu'on peut voir avec un autre acteur. Je voulais préciser que tout le dispositif que j'ai présenté par rapport à l'internationalisation, bien sûr, on ne l'opère pas seul. On l'opère avec Team France Export, avec Business France, avec la team Naki, c'est la team de Nouvelle-Aquitaine de l'international. Donc je dirais qu'on est un point d'entrée. Par contre, nous sommes qu'un maillon, et que le reste du maillon jusqu'aux pays étrangers, généralement, sont suivis, accompagnés par des acteurs publics de l'international. Après, il y a d'autres acteurs qui sont très compétents aussi, qui sont les OSCI, qui sont les opérateurs du service de l'international, mais plutôt privé, mais qui sont très 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 bons dans des expertises pays. Et là, on fait appel à eux pour des missions beaucoup plus précises. D'accord, merci. Vous avez toujours le micro, c'est parfait. Super, c'est tant mieux, j'ai encore 2 ou 3 choses à ajouter. Allez-y. Non, moi, ce que j'aimerais savoir, du coup, c'est... Alors, qu'est-ce que vous conseillez aux entreprises, du coup, qui souhaitent aller à l'international? Comment, du coup, essayer de faire du business, alors, à l'international? Alors, moi, je leur conseille d'abord de se rapprocher de plusieurs réseaux, sans forcément les rejoindre, parce que c'est un engagement, mais d'en tester plusieurs, et de voir où c'est qu'on a des atomes crochus. Okay. Parce que Christian tu parlais d'envie, mais il y a aussi la confiance derrière. Ah oui. Ça revient tout le temps. Alors, elle se décrète ou elle se construit, mais il y a toujours des freeriders, il y a toujours des opportunistes. Donc, il faut aller voir où est-ce qu'on a des synergies, où est-ce que les affinités, si elle a envie, on créera la confiance, on fera d'abord un petit peu, peut-être un salon ensemble, après on partagera nos réseaux de distribution. Donc, il faut avoir plusieurs fers au feu, je pense, et miser sur ceux qui sont les plus productifs. Et pour ça, il faut peut-être aller à la fédération professionnelle, à la CCI, au club d'exportateurs de la ville. Enfin, il faut tester différentes possibilités, rejoindre un club Stratexio, pourquoi pas, ou SCI après. Mais il ne faut pas aller tout de suite mettre tous ses moyens et tout son temps disponible dans un seul réseau. Je ne pense pas. Et je voudrais dire aussi que les Italiens ont fait quelque chose de beaucoup plus intelligent, enfin beaucoup plus opérationnel que nous. Ils ont créé en 2009 un contrat de réseau. C'est-à-dire qu'en France, chaque fois qu'une PME veut collaborer avec d'autres, formellement, ils doivent se demander, bon, est-ce qu'on reste comme ça indépendant? Est-ce qu'on fait un GIE? C'est quoi ça? Il y a la responsabilité partagée. Est-ce qu'on fait une association? Les Italiens ont créé un truc qui s'appelle le contrat de réseau. On écrit dedans qui, pour combien de temps, pourquoi et quelles sont les règles. Et il y a plus de 50 000 entreprises qui l'ont réuni depuis. Et ça marche très bien. Tout simplement, on formalise le fait qu'on va travailler ensemble pendant quelques années. Et nous, on n'a pas ça. On doit réinventer à chaque fois l'eau chaude pour un dispositif. Et qu'est-ce qui fait que ça n'adhère pas en France, ce dispositif? Parce qu'il y a une culture de la confiance. Là aussi, la recherche le montre, qui est plus difficile à construire. On est un petit peu plus individualiste. Et qu'il y a eu beaucoup d'injonctions et beaucoup de déceptions aussi. Les vieux briscards de l'export vous disent « Oh là là, mais il y a 40 ans qu'on nous dit qu'il faut faire du réseau et on n'y arrive pas. » Voilà, c'est un sujet un peu sensible, mais devant le challenge qu'est l'internationalisation depuis quelques années, avec la concurrence plus rude, les mentalités sont en train de changer. Ça évolue. Voilà. Ça évolue. C'est sûr. C'est vrai qu'en termes de réseau, ça évolue aussi. Tout à l'heure, Christian Marcon, vous avez parlé du CJD. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui passent par le CJD. C'est un réseau professionnel très formateur parce qu'il accompagne beaucoup les entrepreneurs dans la formation, au niveau des compétences, et beaucoup en sortent très satisfaits. Mais à côté de nous, aujourd'hui, on va accueillir donc Gaël Butel, qui est chargé d'affaires à l'Ubicom et surtout membre du BNI Futuroscope depuis sa création à Poitiers en 2010. Alors je fais une petite parenthèse sur le BNI, je ne vais pas te voler ton discours. Mais le BMI, donc, c'est un réseau d'affaires international qui mise sur la relation commerciale. On appelle ça donc, si j'ai bien retenu ton terme, le marketing de recommandation. Oui, c'est ça. Tout à fait, super. Et donc, en quelques chiffres, je pense que c'est toi qui vas nous parler de ces chiffres qui sont très intéressants concernant le BNI. Mais en tout cas, de ce que j'ai lu, c'est que ça a été créé en 1985 en Californie. Ça a mis 25 ans avant d'arriver en Vienne, mais ça existe aujourd'hui depuis plus de 13 ans. Donc je pense que cette longévité nous prouve que ce réseau a l'air un peu efficace. Alors donc oui, BNI,
C'est du réseau d'affaires. Pour la faire simple, on parle chiffre d'affaires, on parle business. C'est-à-dire que beaucoup de réseaux vont parler management, vont parler relations. Nous, on parle de chiffre d'affaires hors taxe. Donc, c'est pas un gros mot, hein, c'est uniquement un moyen de faire tourner les entreprises. BNI, en France, c'est 900 groupes. Donc, c'est pas forcément connu pour les gens qui font partie du commerce, mais c'est 900 groupes, 20 000 personnes. L'année dernière, c'est 1,5 milliard de chiffre d'affaires d'échanger entre tous ses membres. Et en Anjou-Poitou, la région dont je fais partie, nous sommes 18 groupes, 500 personnes, et on a dû générer l'année dernière 35 millions d'euros de chiffre d'affaires entre nous. Et dans mon groupe, qui s'appelle Poitiers Futuroscope, qui est le premier groupe créé en Anjou-Poitou en 2010, l'année dernière, nous sommes 40 membres, et l'année dernière, nous nous sommes échangés 4 200 000 euros de chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que c'est un réseau de petites entreprises, hein. Ce sont des boîtes qui vont de 1 à, dans la région, 20-25 personnes, ce qui correspond au tissu économique local. Ouais, et une personne qui vient de notre groupe, en moyenne, peut générer entre 80 et 120 000 euros de chiffre d'affaires. Donc pour des petites boîtes, c'est hyper important. Et donc, qu'est-ce qui fait que vous arrivez à bien travailler ensemble? Il y a des critères, il y a des règles à respecter au BNI. Oui. Alors il y a des règles qui sont exigeantes, c'est-à-dire c'est l'assiduité. La première chose, c'est d'être là. Alors nous, on se réunit le mardi matin, de 7h à 9h. Et il faut être matinal. Voilà, donc faut pas venir en pyjama, donc il faut se lever à 5h30. Donc c'est l'assiduité, la ponctualité. Un exemple tout bête, à 7h15 on est à l'heure, et à 7h16 on est en retard. Sauf que ces règles-là, qui peuvent sembler un peu brutales, poussent les gens à la rigueur, et du coup tout le monde est là, tout le monde est motivé et tout le monde travaille. Voilà. C'est les deux principales règles qu'il y a chez nous. Après les réunions, il y a un ordre du jour qui est timé, qui est toujours le même. Tout le monde se présente chacun son tour. Vacances, c'est 47 voilà. réunions par an, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a 4 semaines en août de fermeture, quand même. 2 semaines à Noël, et sinon on bosse. Et voilà, nous, on se réunit tous les mardis. Sur la Vienne, il y a 5 groupes. Il y en a, c'est le jeudi matin, d'autres le vendredi, voilà, ça, en fonction du groupe. Là où je voulais vous faire venir, en fait, ça concernait aussi la cause de non-concurrence. Ça aussi, ça fait partie des critères. Oui, c'est-à-dire que dans notre groupe, dans tous les groupes BNI, on ne peut pas avoir 2 peintres, on ne peut pas avoir 2 électriciens. On peut avoir un électricien courant fort, un électricien courant faible, mais si c'est un groupe où on détaille énormément le business, mais voilà, on a un vendeur d'utilitaires, on a un vendeur de véhicules pour les particuliers, on a un avocat en droit des affaires, on n'en a pas 2. Et du coup, le fait qu'il n'y ait pas de concurrence, on se fait confiance, on apprend à se connaître et on travaille ensemble, et les affaires sont beaucoup plus simples. Donc pas de concurrence dans un groupe BNI. Donc ça, vous en pensez quoi, Jean-Christophe, de cette clause de non-concurrence? Ça fait partie des atouts du réseau, peut-être? Pour qu'un entrepreneur accepte de se dévoiler, pour qu'un entrepreneur accepte de se dévoiler, c'est la clé. C'est la clé. On peut être concurrent uniquement si on veut faire grandir une catégorie de produits ou une appellation, par exemple. Vous avez les champenois qui vont faire des campagnes ensemble pour du champagne. Mais autrement, il faut être complémentaire. Ou alors carrément dans des champs différents. Merci. Et donc, vous me disiez également qu'aujourd'hui, vous êtes 40, mais vous êtes ouvert. Mais pas les entreprises déjà présentes. Alors, donc, quels seraient les secteurs d'activité que vous pouvez encore accueillir? Alors, on est dans un groupe qui recrute régulièrement. Tous les mardis, on a des invités. Et on fait venir des métiers... Alors, on fait venir des métiers représentés pour qu'ils aient une bonne image de nous et qu'ils parlent de nous à l'extérieur. Et on fait venir des métiers non représentés dans l'espoir de les recruter. Je vais vous donner un exemple. On vient de recruter un garagiste. On n'avait pas de garagiste pour faire de la mécanique. On vient de recruter un terrassier, quelqu'un qui fait des terrassements pour les piscines, pour les maisons, on n'en avait pas. On cherche un carreleur, on cherche un formateur, on cherche beaucoup de monde dans le monde du bien-être, bien-être santé. Voilà. Donc il y a plein de métiers qu'on recherche, mais comme on est très exigeant et que les personnes qu'on recherche, on veut qu'elles soient fun pour que les réunions soient sympas et en même temps qu'elles soient sérieuses, il y a beaucoup de critères de sélection et on ne fait pas rentrer si facilement que ça les nouveaux postulants. Et il y a un sujet qu'il faut relever quand même, ça a un coût, le BNI. Oui, alors ça a un coût, c'est-à-dire que, pour la faire simple, un nouvel arrivant qui postule au BNI demain, il a un droit d'entrée de 500 € la première année, et ensuite c'est 1 390 € hors taxes par an. Vous rajoutez à ça le coût des réunions, les petits-déj, l'hôtel, et puis quelques soirées intelligentes où on boit de la bière et on mange de la viande, ça coûte vite 2 500 € par an. Alors ça fait beaucoup d'argent, mais en même temps, comme le chiffre d'affaires moyen au fauteuil chez nous, il est à 110 000 €, on se dit que c'est un investissement qui vaut le coup. Quand on va faire une journée de prospection pour aller voir des clients, on prend sa voiture, on déjeune, on dort à l'hôtel. Ce sont des journées qui coûtent vite 200-300 €. Donc en même temps, c'est quand même un moyen de rationaliser le commerce et de faire du commerce pour nous tous les mardis. Ouais. Voilà.
je me tourne vers vous, Monsieur Grosieux. Est-ce que pour être accompagné auprès de la Technopole, est-ce qu'il faut aussi payer? Comment ça se passe? Que vous êtes une association du coup subventionnée également? Vous avez... Oui, voilà. nous sommes subventionnés. En effet, pour moitié du budget, c'est l'agglomération de Poitiers. Grand Poitiers, oui. Ouais, nous sommes un outil de territoire. Par la région Nouvelle-Aquitaine, le ministère de la Recherche et de l'Innovation, l'Europe. Donc nous sommes effectivement subventionnés et nous avons effectivement des revenus de par les locations de nos bureaux, de nos pépinières. Mais pour répondre à la question, nous sommes une association et donc le coût de l'accompagnement et de la valeur de l'adhésion, donc 150 €. Donc c'est très faible. On estime à peu près le coût à 10 000 € par an pour une structure accompagnée. Donc on voit un peu la valeur en tout cas qui est de cet accompagnement et simplement 150 €, ça ressemble à un cadeau quand même par rapport au niveau des compétences qui sont effectivement mises à disposition. Très bien. Est-ce qu'on peut se permettre de vous demander le budget de fonctionnement de la Technopole, de Néologie, pardon? C'est 1 400 000 €. D'accord, merci. Et donc, pour terminer sur le BNI, Gaël, moi j'aimerais que vous nous disiez qu'est-ce qui fait que vous êtes au BNI depuis 13 ans? Vous êtes quand même, je pense, moi je vous connais depuis assez longtemps, et j'ai rencontré Gaël à une soirée des optimistes, donc c'est quelqu'un qui est plutôt positif, c'est un garçon plutôt enjoué, convivial, toujours le sourire, et c'est vrai que le BNI peut être mal perçu, parce que c'est du business, on n'y va vraiment que pour faire du business, hein. Là on n'est pas pour faire de l'amitié. Et je me demandais comment un garçon aussi joyeux arrivait à s'épanouir dans un réseau super professionnel et vraiment business. Comment se fait-il? Alors, effectivement, j'y vais pour développer le chiffre d'affaires de mon entreprise. Ouais. On est d'accord, c'est la première chose. Moi, BNI, c'est 25 à 30% du chiffre d'affaires de la boîte tous les ans, donc c'est crucial. La seconde chose, ça m'emmène un réseau. Je rencontre plein de monde, j'ai rencontré énormément de chefs d'entreprise, et à un moment, on finit par devenir copains. Donc je me suis fait quand même une belle bande de copains et de copines, et c'est quand même très très agréable. On est dans un groupe qui est plutôt fun. On a mis une méthode en place qui s'appelle le fun et happy, c'est-à-dire qu'on essaie que nos réunions soient drôles, qu'on passe des bons moments, qu'on se marre, parce que la vie est quand même souvent très ennuyeuse, et du coup, si on peut faire des affaires en se marrant, c'est encore mieux. Donc il y a le réseau, et puis il y a ma note ici qui me permet de me rappeler de ce que je t'avais dit, et puis il y a quand même une vraie bienveillance à l'égard des co-membres, donc il y a beaucoup de solidarité, on aide les gens qui sont un peu moins à l'aise, on fait du partage d'expérience, et puis un point qui est hyper important, c'est l'énergie. C'est-à-dire que nous sommes dans un groupe qui est hyper dynamique. Moi, je me lève à 5h30 le mardi matin, j'arrive à 6h30, je repars avec une énergie folle à 9h30, et c'est la journée où je fais le plus de commerce. Ah oui. C'est-à-dire que je sors, nous c'est l'hôtel Mercure Futuroscope, je sors de l'hôtel, j'ai envie d'aller voir tout le monde, c'est pire qu'un labrador derrière une balle de tennis, et j'ai vraiment envie d'aller voir mes clients et de faire du business avec eux. Donc voilà ce qui me motive pour continuer à faire du BNI. Super, merci Gaël. Je te remercie. Allez-y Jean-Christophe. Si je peux ajouter quelque chose pour rebondir, deux choses. D'abord, l'énergie, elle montre que ce réseau BNI, et ce réseau parmi d'autres, permet de rompre la solitude du dirigeant. Parce que la recherche montre beaucoup ça, c'est qu'en fait on est en haut de la pyramide, mais on y est tout seul. Donc on n'est pas challengé pas souvent challengé, et c'est des moments où on a du retour de personnes qui sont face au même problème que soi. Et deuxièmement, je trouve que, alors effectivement, on peut trouver que business c'est un gros mot, mais c'est moins hypocrite de dire je viens pour le business et que pour ça, que plein de réseaux, des réseaux de pouvoir en France, il y en a plein. Il y a le réseau du rugby de l'Ovalie dans certains endroits, ailleurs l'Automobile Club, le Rotary, etc. Ces gens-là viennent la plupart du temps pour faire du business. Là, on dit je viens pour faire du business et je ne fais pas semblant d'autre chose. Voilà. Merci Jean-Christophe. Et vous, Christian Marcon, vous pensez quoi alors de ce réseau ? Il a sa cohérence qui est très claire. Je disais tout à l'heure, il faut une vraie raison d'être, on la voit ici, c'est développer du business ensemble. Il faut une volonté, et là vous le montrez, ça vous donne de l'énergie, et des règles du jeu qui sont claires. Vous le disiez, 7h16, on est en retard. Quand un réseau a du sens pour les gens qui y sont, quand les règles sont respectées, et quand on continue à avoir créé, c'est vrai, c'est très important, la confiance, c'est un réseau qui est très efficace, il remplit sa fonction. Ce n'est pas le modèle de réseau qu'on va mettre tout le temps en place partout, mais celui-là, il a une cohérence propre, et c'est bien comme ça. Donc moi, je trouve que c'est un très bel exemple.
Tu disais très justement, Jean-Christophe, tout le monde ne s'y retrouve pas forcément. C'est vrai qu'on fait parfois du business sans trop oser le dire. Là, c'est clair, mais la règle du jeu, elle est transparente pour tout le monde. Et le principe de non-concurrence me paraît une très très bonne idée. Toutes les études montrent que c'est plus difficile quand on est concurrent. Ou alors on fait du réseau, mais pour autre chose. C'est vrai. On fait du réseau pour défendre globalement son activité face à des interlocuteurs, pour faire connaître, pour chercher des gens qui viendront un jour participer à l'activité et prendre le relais quand on cherchera des collaborateurs ou de nouveaux partenaires. Mais c'est autre chose. Là aussi, ça c'est du réseau. Ça c'est du réseau. On a un cas qui est tout à fait intéressant, qui est une structure qui n'a rien à voir, et c'est pourtant une logique de réseau, qui s'appelait, parce que peut-être ça s'est arrêté depuis, il faudrait que je vérifie, le cercle de Lille. Lille, c'est une rivière qui passe en Alsace, qui a été à l'initiative, on a un préfet qui sait qu'il va être là pour quelques temps, pas tellement longtemps, et qui n'a pas envie de s'ennuyer pendant ces soirées, et qui monte un réseau avec des gens qu'il estime de qualité, c'est-à-dire des gens qui exercent des fonctions à responsabilité dans le département où il est. Et le principe, c'est on se retrouve à 20h. À 20h, on commence le repas. À 22h, c'est fini, tout le monde rentre chez lui. Et vous choisissez pas avec qui vous êtes. On vous attribue à une table. Et à l'arrivée, vous n'êtes pas là pour distribuer votre carte de visite. Et on ne parle pas business pendant les rencontres. Mais comme on a échangé plein de choses, on a sympathisé, on a appris à se connaître, on a détecté les gens avec lesquels on pourrait avoir des choses intéressantes à se dire, et on se recontacte après pour autre chose. C'est encore une variante, et que ça a sa cohérence, et ça marche aussi. C'est vraiment la cohérence entre ce à quoi aspirent les gens qui participent au réseau, le mode d'organisation, de fonctionnement ensemble qui a été trouvé, et si on crée de la confiance, ça fonctionne. Et puis si un jour il n'y a plus de confiance, ça disparaît. Et si la raison d'être du réseau disparaît, ça disparaît aussi. Puis c'est bien, ça fait partie de la souplesse. C'est vrai, c'est intéressant. Oui. Mais c'est vrai que cette table ronde aujourd'hui nous permet de constater que clairement, le réseau est utile au développement. Le réseau permet donc de se développer, de rompre la solitude du chef d'entreprise. Et c'est vrai qu'on a d'un côté des services institutionnels publics, on va dire, qui peuvent nous mettre le pied à l'étrier et nous accompagner, d'autant plus si on a une innovation et qu'on souhaite se développer à l'international. Et de l'autre, on peut être aussi accompagné sur des réseaux qui nous aident à faire du business et à se faire connaître aussi en même temps, quoi. Donc c'est vraiment très riche. Olivier, vous voulez prendre la parole ? J'allais donner la parole. Donc je vais reprendre. Rova, qui vient nous rejoindre, Rova Razana Nevov, vient parmi nous. En Candide éclairé, qui va poser la première question. Ok, donc merci de m'avoir donné la parole. Ma question en fait porte principalement sur le réseau. On avait exposé les avantages que peut procurer le réseau, mais à l'inverse, est-ce que l'absence de réseau est-il un facteur d'échec pour un start-up ou pour une entreprise ? Monsieur Marcon, vous voulez répondre, s'il vous plaît ? J'aime ces questions en creux. Oui, c'est une question qui est extrêmement intéressante. J'ai envie de dire que l'absence de réseau, c'est quand même un symptôme assez grave. C'est le symptôme d'un créateur qui est dans sa bulle et qui n'est jamais allé au contact d'autres qui pourraient être des financeurs, qui pourraient être des conseillers, qui pourraient être des accompagnateurs du développement. Et donc, créer quelque chose tout seul sans nouer des collaborations avec d'autres, qui ne soient pas purement des collaborations exclusivement de l'ordre du contractuel financier, mais où on crée de la relation qui va aider à réfléchir, à avancer, pour moi, c'est un très mauvais symptôme. Ça me paraît très difficile de réussir sans jamais nouer de lien avec les autres. Que ce soit en allant chercher une structure qui est dédiée à ça pour l'accueil, comme Néologie, ou que ce soit pour aller d'autres formes de partenaires. Moi, j'ai du mal à imaginer le créateur tout seul dans son truc et qui fait tout seul et qui ne relationnera pas avec les autres. D'abord, c'est hyper triste relationnellement pour lui. Et puis, en termes d'efficacité professionnelle, je suis hyper inquiet pour lui.
Merci. Jean-Christophe, vous pouvez compléter peut-être ? Oui, je rejoins ce que dit Christian, parce que ce qui circule à travers le réseau, c'est de la connaissance et de la compétence. Je suis sûr que vous apprenez beaucoup aussi. Vous disiez qu'il y avait un avocat fiscaliste. Il y a des matins où il répond à une question et tous ceux qui sont autour repartent. Et ça, c'est des honoraires que vous n'avez pas à verser et qui sont déductibles des 2500 que vous... Absolument. Voyez ce que On est formé régulièrement. C'est de la valeur que vous captez, de la compétence que... Et je rejoins Christian quand il dit qu'en fait un réseau doit être assez souple. C'est pas un drame si ça s'arrête. Il faut voir ce que ça aura apporté, les marches qu'on aura franchies, et peut-être que c'est un autre réseau après qui permettra de franchir d'autres marches. Bon, vous apparemment vous êtes fidèle à celui-là, mais... Oui, absolument. Et pour répondre à la question de monsieur, à mon niveau, je rêverais d'avoir 35 ans de moins, et je ferais du commerce, et la première chose que je ferais, ce serait de m'inscrire dans un réseau d'affaires, comme BNI ou un autre, mais celui qui marche le mieux, c'est BNI. Non, mais par contre, on a des chiffres et c'est très sérieux. Et parce que c'est un excellent moyen pour développer son entreprise plus rapidement que si on est tout seul à chercher un peu où aller. Je parle vraiment en business. Il y a des excellents réseaux pour accompagner les entreprises. Nous, on est là pour accompagner celui qui veut faire du chiffre d'affaires. Voilà. J'aime bien quand on parle de chiffre d'affaires dans un IAE, c'est un concept qui tend à disparaître des formations, qu'on est là pour faire du chiffre d'affaires. Donc voilà. J'avais lu, moi, un ouvrage de Claude Neuschwander, le patron historique de TEN, qui avait repris les montres dans la Franche-Comté, là-bas. L'entreprise LIP, qui avait repris LIP, grand patron de gauche. Il avait écrit un bouquin sur les réseaux, et il avait dit « Un réseau ne se décrète pas, il se constate ». Vous en pensez quoi de cette phrase ? Parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a des réseaux qui se construisent et qui se décrètent, en fait. Pour ma partie, effectivement, il se constate. C'est-à-dire que il y a des réseaux qui vont se créer, mais il y a une volonté d'État ou de territoire. Nous, c'est un réseau d'affaires qui a été créé par un homme d'affaires qui est américain dans les années 80 et qui s'est déployé. Donc, on est obligé de constater que le réseau existe. Alors, je ne vais pas nommer d'autres réseaux, mais il n'y a pas que BNI, il y en a d'autres. Et au départ, ce sont des gens qui sont dans le business et qui décident de développer un réseau d'affaires. Parce que quand on paye 1 300 € une adhésion, qu'on est 20 000 sur un territoire, ça remonte et il y a quelqu'un en haut qui doit être content, normalement. Je pense que les deux situations, on ne peut pas dire... je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Il y a les deux situations, c'est-à-dire qu'il y a des réseaux qu'on décide de créer parce que le contexte fait qu'on pense qu'on a besoin de créer quelque chose. Et puis après, il y a le réseau qu'on a créé au fil du temps. Et là, on constate qu'on a créé un réseau relationnel. On constate qu'au fil de son activité professionnelle, des rencontres, on a créé des liens avec certaines personnes, que ces liens sont suffisamment forts pour qu'on puisse relativement aisément se solliciter les uns les autres en ayant une chance assez forte d'être écouté quand on demande quelque chose. Donc, en fait, nos réseaux relationnels se constatent à un moment donné, mais les réseaux professionnels peuvent se décider. Après, si on l'a décidé dans les terres et que ça répond à rien en termes d'efficacité ou de pertinence de fond, ça va se casser la figure et c'est très très bien. On a suffisamment gardé de choses qui servent à rien et qu'on finance. Donc c'est très bien que ça disparaisse quand ça sert à rien. Mais je crois qu'en fait, en réalité, il y a les deux. Et peut-être pour revenir sur un point, vous posiez la question du créateur. Il y a eu un article extrêmement intéressant publié, je crois que c'était en 2006, par Géraudel et Chollet, sur la question du caractère. Quel est le caractère du patron de PME qui fait que pour lui, il va y avoir un effet de recommandation, un effet positif. Et il y a plusieurs choses qui sortent. Le caractère consciencieux de la personne, c'est-à-dire on sait qu'on peut lui faire confiance quand elle est là. Et puis, il y a une acceptation de la diversité des expériences et d'aller au contact des expériences des autres. Et c'est ce qui semble être le plus efficace. Donc, j'en reviens à ça, ça ne se décrète pas, ça se constate, mais parfois on peut choisir de les créer. Donc, je serais moins tranché que voilà. Merci. Donc moi j'avais deux questions. La première c'est, je réagis juste en fait à ce qui vient d'être dit sur l'existence de réseaux délibérés et de réseaux émergents. Et je me demande s'il y a un type de réseau qui est plus robuste que l'autre ou si c'est vraiment situationnel. Et l'autre c'est, vous avez beaucoup parlé, c'était très intéressant des avantages liés au réseau. Et moi je me demandais s'il y avait des risques spécifiques liés au réseau. Alors je pense notamment
Au cas où il y a des risques de dépendance, quand les réseaux sont structurés autour de projets spécifiques et qu'il y a des compétences uniques détenues par certains partenaires, risque de départ du partenaire. Mais s'il y en a d'autres, je suis preneur aussi. Merci beaucoup. Alors, je veux bien commencer sur les risques, parce que je les ai vus passer, moi, dans mes travaux. Il y a d'ailleurs une partie de la littérature qui appelle ça les dark side of networks. Il y a effectivement le réseau qui est fragile parce qu'il repose sur... mais là, encore une fois, il s'arrête. Bon, on aura quand même appris. Mais il y a autre chose. Il y a le réseau un peu trop fermé, la chambre d'écho. Vous savez, les anciens combattants de 14 qui se retrouvent tout le temps et qui se racontent les mêmes anecdotes. Si on se ressemble trop à l'intérieur d'un réseau et qu'on est hermétique aux nouveaux venants potentiels, on se répète, ça crée un aveuglement en fait vis-à-vis des changements de la société. Si on amène tous la même opinion, les mêmes ressources, la même connaissance du même marché, ben il y a une endogénéité malsaine qui peut se mettre en place. Ça, la recherche l'a bien identifié. Alors, est-ce qu'il y a une forme de réseau plus robuste que les autres ? Non. Il y a une organisation en réseau qui est mieux adaptée à la situation et aux attentes des personnes qui s'inscrivent dedans. Donc, à partir de là, ça peut prendre des formes qui fluctuent d'ailleurs avec le temps. Et là, je te rejoins complètement. Quand un réseau se referme sur lui-même, ça devient une calamité. Est-ce que les réseaux en soi peuvent créer des risques ? Oui. Et en particulier, je crois que si on prend... Moi, je prends souvent cette métaphore-là avec mes étudiants en disant le réseau, c'est comme un marteau, finalement. Si j'utilise un marteau pour enfoncer un clou, pour solidifier quelque chose qui était branlant, j'ai fait un bon usage du marteau. Si j'utilise pour taper sur les doigts de mes étudiants parce qu'ils ne m'écoutent pas, je fais un mauvais usage du marteau. Donc le réseau en soi n'est ni bon ni mauvais. Ce n'est pas plus un générateur de risque qu'un générateur absolu d'avantages. On peut très bien perdre un temps fou dans du réseau parce qu'il n'est pas géré, parce qu'il n'est pas maîtrisé, parce qu'on ne sait pas où on va, etc. Là où il y a des risques, c'est quand il y a un accaparement de ce qui devait être un collectif au service du collectif par une personne qui met ça à son service à elle. Alors ça, oui, pour le coup, il y a un risque pour les gens qui participent à ça. Et puis après, on retrouve des questions stratégiques de dépendance, c'est-à-dire que si tu dépends si tu as une marge de résultat de 20% et que tu dépends à 25% d'un client, s'il te quitte, t'es mort. Donc c'est un peu la même chose. Si le réseau repose entièrement sur les épaules d'une personne, toujours la même, et que personne n'est là pour appuyer, relayer ou compléter, à un moment donné, la personne, ou elle accapare le réseau, ou elle se craque, et tout tombe. Bonjour, merci à vous pour les interventions. Quand je suis arrivée, je pensais qu'on allait parler du passage du réseau à la collaboration, comme du local à l'international, mais je comprends bien que donc, le réseau passe par la collaboration. Et donc je me demandais s'il y avait le passage de la collaboration à la coopération. Et est-ce que vous faites une différence entre les deux concepts et si vous pourriez coopérer avec les personnes avec qui vous collaborez? Je vous titille sur le concept. Ça calme, hein? C'est ça. Allez-y, alors, professeur. moi je dirais que réseau, on va être à peu près d'accord sur les définitions qu'on va utiliser. On va choisir une ou l'autre, mais collaboratif, coopératif, là déjà, chacun se le fait un petit peu à sa sauce. Dans l'ouvrage que j'ai écrit avec Anne Martel-Raison, pour nous, le collaboratif, c'est les exportateurs qui vraiment travaillent ensemble de manière proche. Ils créent un label pour leur groupement, ils se donnent une stratégie commerciale. Le coopératif, c'est plus du one-shot. Tiens, faisons un salon. Mais peut-être que d'autres praticiens auront inversé les termes. Là, je me garderais bien d'avoir une vision... Ça me correspond. Ça vous va aussi? Je suis d'accord, ouais. D'accord. Moi, je dirais qu'en tout cas, ça se crée crescendo. On apprend à se connaître, on voit avec qui on aimerait aller plus loin, et après, il y a une espèce de noyau dur, y compris parfois dans d'anciens réseaux qui ont éclaté. Certains sont restés ensemble et vont beaucoup plus loin que ce que se faisait le réseau initial ensemble, parce qu'ils se retrouvent, c'est plus facile de trouver un dénominateur commun avec un plus petit nombre plus faible. C'est ça, le fait d'intégrer parfois un réseau va nous permettre de créer des affinités avec d'autres personnes et du coup on va coopérer ensemble et travailler main dans la main parce que nos affinités sont très proches. Juste avant, je pense maintenant à quelque chose. Votre réseau à vous, il a quelque chose de très original, c'est qu'en fait personne est capable en dehors, je pense, du vôtre, c'est la première fois que quelqu'un est capable de me dire voilà ce que ce réseau-là me rapporte. Tout le monde dit que c'est plutôt bien, ceux qui participent disent voilà j'apprends, etc. Et alors ceux qui veulent rejoindre disent bah alors combien ça vous rapporte? Ah ben je sais pas. Et on a un bon ben alors pourquoi je le rejoindrais? On se retrouve face à cet écueil assez souvent. Les métriques sont faibles. Oui, c'est vrai que la mesure du bénéfice réseau est difficile à faire.
On n'a pas forcément les outils pour le faire. Là, au moins, vous avez un indicateur précis. La plupart du temps, ce n'est pas forcément ça. Par contre, vous avez posé une question, c'est vrai, à laquelle on n'a pas apporté de réponse jusqu'à présent. C'est la question du passage du national à l'international. Alors, on a un exemple avec le BNI d'un réseau qui est international. La difficulté quand on construit un réseau national et qu'on cherche à l'étendre à l'international, c'est celui de la différence culturelle. C'est-à-dire que la façon de pratiquer le réseau aux États-Unis n'est pas forcément celle qui nous est spontanée à nous. Lorsque vous passez d'une pratique du réseau à la française à une pratique du réseau, je sais pas quoi, à l'anglaise ou à l'allemande, nous, une partie de la relation de réseau, elle se fait pendant les temps de déjeuner ou de pause café ou tout ce qu'on veut, ou les temps conviviaux pendant lesquels on bosse. Vous ne ferez pas forcément du réseau pendant leur repas de midi en allant travailler avec des Allemands. Ce n'est pas leur culture, ce n'est pas leur truc. Donc on fait énormément de bêtises quand on essaye de transposer un modèle de réseau d'une culture dans une autre culture. Et alors là, ça passe pas. Ça passe tout simplement pas. Et c'est extrêmement compliqué. On avait dernièrement un intervenant qui fait du lobbying au niveau européen et qui montrait les différences culturelles entre la façon dont les Français et les Allemands vont aborder certains sujets. Et on se dit, si on essaye de pratiquer avec les Allemands comme on pratique entre nous, plantage assuré. Plantage assuré. Donc ça ne peut fonctionner qu'en prenant connaissance de la culture des interlocuteurs pour arriver à voir dans quelle mesure ce qu'on a imaginé est assez souple pour s'adapter à ça. Mais c'est une vraie difficulté. Ça ne se transpose pas forcément comme ça. Ce qui vient des États-Unis, en gros, comme les États-Unis, c'est les rois du monde, ils ont tout compris, ils sont plus en avance, on va essayer de faire simplement un copier-coller chez nous. Ça marche pas forcément, mais ce qui viendrait de nous, c'est un peu plus compliqué. Par rapport à un label, je dirais, qui est aussi bien en local et qui peut accompagner jusqu'à l'international dans le domaine de la tech, c'est la French Tech. Clairement, on a un dispositif à la fois local, French Tech Poitou-Charentes, on a une capitale à Bordeaux, French Tech Bordeaux, mais également on a un réseau international avec des capitales. Et ce réseau-là déjà c'est un réseau qui permet à un exportateur de la tech d'être présent sur des salons avec un label commun. Donc là il y a de la coopération, là il y a effectivement il y a de la sécurisation. Ils partent tous sous le label French Tech, il y a un espace French Tech. Et là on est plus visible que si on était tout seul. Et c'est assez sécurisant. Et quand on va, par exemple, moi j'ai pas mal travaillé au Vietnam, il y avait la French Tech donc de Ho Chi Minh City qui effectivement accueillait tous les start-upers français qui étaient à l'événement et qui leur expliquait localement comment ça se passait et qui donnait un petit peu les clés de succès. Donc moi je trouve que c'est un label intéressant qui s'est déployé du local jusqu'à l'international, en tout cas dans mon domaine. Oui, Kwame Kwazoti, j'ai une question par rapport au réseau. Les recherches de Latour sur Bruno Latour sur les réseaux nous dit généralement qu'il y a les controverses dans les réseaux et les controverses s'arrêtent à partir du moment où les acteurs s'accordent sur des règles du vivre ensemble. Et j'aimerais savoir dans le réseau comment ça s'opère en fait ces controverses et comment les acteurs se mettent ensemble sur le vivre ensemble. Ma seconde question rejoint en fait à la question de Bruno, qui vient aussi de Latour, qui nous dit que dans un réseau, il y a toujours un acteur qui tient le réseau. Et dans votre présentation, j'aimerais savoir, dans vos réseaux, quel est le pouvoir qui est donné à ces acteurs, l'acteur qui tient le réseau, et comment s'opère en fait le réseau autour de cet acteur. Je vais vous donner la parole, Gaël, je pense que c'est pour vous. Vous avez 3 ans de recherche pour répondre. Il n'y a que des questions d'intello ici, ça me fait bizarre, je ne suis pas habitué. Hein. Moi, je côtoie des gens du bâtiment, je peux vous dire que ce n'est pas pareil. Mais votre propos n'en est pas moins intéressant pour cette assemblée, et c'est pour ça que vous êtes là. Alors vraiment, pour le vivre ensemble dans le groupe, il y a un règlement intérieur pour chaque groupe qu'on doit respecter. Évidemment, on doit se comporter avec bienveillance vis-à-vis de ses commembres. On ne doit pas augmenter ses prix sur un devis parce que c'est un comembre ou parce que c'est une recommandation d'un comembre. Donc il y a toute une bienveillance à avoir et du sérieux, de la rigueur. Et voilà. Et si par exemple un membre se comporte mal,
part un peu en vrille pour des raisons X ou Y. Il y a ce qu'on appelle un comité des membres qui décide si on le garde ou pas. On le garde, on le met sous observation, ou il s'en va, il quitte le groupe. Hein, c'est un peu radical chez BNI. Par exemple, quelqu'un qui va pas bien, qui va être absent 3 fois de suite, il quitte le groupe. Et donc voilà, il y a une certaine radicalité qui pousse à ce que tout le monde se tienne bien vis-à-vis des autres, parce que si on n'est pas bienveillant avec son petit copain, ça marche pas. Et après, notre réseau, il est tenu par des directeurs régionaux. Nous, on a un directeur régional qui s'appelle Olivier, qui vient nous voir, mais qui nous laisse énormément de liberté. Et notre groupe, tous les 6 mois, le 1er avril et le 1er octobre, il y a un nouveau président, un nouveau vice-président, un nouveau secrétaire. Tout le comité des membres change pour éviter les mauvaises habitudes et la fatigue, parce que c'est quand même un peu dur. Donc du coup, tous les 6 mois, ça change, il y a une nouvelle équipe, on est 40, et il y en a 8 ou 10 qui sont remis à contribution tous les 6 mois, et qui boostent le groupe. Donc c'est pas une personne qui tient le groupe, c'est une équipe de 10 personnes, qui tous les 6 mois change. Voilà. C'est de la régulation conjointe, ça, non? Hein, si on fait de la théorie, vous voyez, vous venez d'illustrer parfaitement des choses qu'on enseigne ici, donc c'est très bien. Bonsoir. Je viens moi aussi du monde de la construction, donc on va peut-être se comprendre. C'était pour vous la question, justement. Vous dites que le BNI, la moyenne, c'est de 70 à 100 000 euros de chiffre d'affaires par entreprise ou par représentant d'entreprise. Vous parlez, vous, de 30%, le BNI représente pour vous 30%. J'en dis sensiblement que les entreprises font à peu près 300 000 euros de chiffre d'affaires, à quelque chose près. J'ai l'impression que c'est très ciblé TPE. Et je voulais savoir si justement au sein des BNI, alors peut-être pas celui-ci, j'ai fait partie d'un BNI sur Toulouse. Et c'était pour moi, la limite était justement, j'avais l'impression que c'était des très 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 petites entreprises. C'est des échanges qui sont très positifs pour ces petites entreprises, mais j'avais aussi le ressenti que le frein ou la limite, ça restait des échanges de contacts sur des très petits projets. Je voulais savoir. Alors, merci pour cette question. Je vais vous parler de mon groupe et puis du BNI local que je connais plutôt bien. Le BNI local est très représentatif du tissu économique local. D'accord ? Vous allez dans la Vienne, il n'y a pas énormément de très grosses boîtes. Il y a beaucoup d'artisans, il y a beaucoup de sociétés de services, il y a beaucoup de petites entreprises. Et effectivement, vous avez raison, la plus grosse entreprise de mon groupe doit y avoir 50 salariés. La plus petite, il y en a 1. Enfin, mais c'est de 1 à 50. Quand je vous parle de chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires moyen de BNI en France, au siège, c'est 60 000 euros pour un membre. Chez nous, c'est 110 000 parce qu'on est un groupe qui tourne très bien. Pour mon entreprise, on va parler franchement, moi, c'est 290 000 euros sur les 12 derniers mois. Et on a fait 1 150 000 l'année dernière. Donc, si vous voulez, en fonction de la taille de la boîte, le chiffre d'affaires varie. Et je fais partie des entreprises qui ont la chance de bien tourner. Je bosse dans l'univers de la communication, donc je suis facile à faire travailler. Mais pour aussi recevoir beaucoup de chiffre d'affaires, il faut que j'en donne à mes petits copains. C'est-à-dire que moi, je contribue beaucoup et je permets à mes commandes de générer aussi beaucoup de chiffre d'affaires. Un montant souvent cohérent entre ce que je reçois et ce que je donne. Mais vous avez raison, certains groupes sont des petits groupes avec des petits volumes d'affaires. Nous, ça brasse quand même un peu plus au niveau de BNI Poitiers Futuroscope, mais il y a quand même des membres qui vont faire 10 ou 15 000 euros par an de chiffre d'affaires et qui sont très contents. C'est-à-dire qu'un membre va venir, il va payer 1 500 euros par an, il rentre 1 500 euros par mois, il est très content. Voilà. Moi, je ne serais pas content du tout. Mais voilà, chacun a ses objectifs et sa façon de voir son business. J'ai répondu à votre question. Merci. Oui, bonjour. Je vais revenir à la partie collaboration. Si j'ai bien compris, dans la collaboration, vous êtes plutôt sur un mode relativement libre avec des gens qui rentrent dans le réseau, qui peuvent en sortir, qui ont une activité plus ou moins forte, des choses qui peuvent tourner, peut-être un leadership qui se met en place mais pas toujours le même, peut-être une vigilance particulière sur des personnes qui ne rentreraient pas dans le cadre des règles, hein, si j'ai bien compris. Par contre, est-ce que ça bascule à un moment donné, c'est-à-dire est-ce que la structure se fige et est-ce qu'on ne rentre pas dans une collaboration avec des choses contractuelles qui se mettent en place et qui peuvent structurer fortement votre réseau et finir finalement par mettre en place quelque chose qui est assez classique, hein, qui est un système structuré avec une personne qui va mener finalement le réseau et qui va finir par diriger effectivement les décisions au sein du groupe. Est-ce que vous avez constaté des choses comme ça et est-ce que vous avez des mécanismes qui empêchent justement de basculer dans ce mode qui serait un mode coopératif dont on a parlé tout à l'heure et qui lui serait utile pour des actions bien précises et bien ciblées?
Ou est-ce que vous basculez d'un mode à l'autre de manière à vous adapter aux différentes situations rencontrées? Alors, je confirme que les questions des gens du bâtiment sont plus simples. Le groupe a le réseau d'affaires, ça a une particularité, c'est qu'il y a un turnover en moyenne de 25 à 30% par an. C'est-à-dire qu'un groupe de 40 personnes, il y en a 10 à 12 qui partent tous les ans. Donc déjà, et pas forcément des mauvais, hein, des gens qui partent pour de multiples raisons. Donc déjà, on ne se retrouve pas à 40 toute l'année, toujours les mêmes. C'est-à-dire que la moitié de mon groupe a moins de 3 ans d'ancienneté. Voilà. Ensuite, comme la gouvernance du groupe change tous les 6 mois, on ne peut pas avoir de mauvaises habitudes. Alors il s'avère que moi qui y suis depuis une douzaine d'années, effectivement, régulièrement, je me retrouve dans l'équipe qui gère le groupe. Mais si j'avais des mauvaises habitudes, je vous promets, mes petits copains viendraient me taper sur l'épaule en me disant « t'es gentil, mais va falloir que t'arrêtes », parce qu'on fait vraiment très attention à ça. Mais vous avez raison, hein, parce que si on fait le contraire, le groupe périclite. Et on a vu des groupes BNI avec 5-6 personnes qui avaient décidé de tout gérer eux-mêmes et de décider de tout, de changer la méthode, d'être moins bienveillants, de changer les horaires, de faire du business entre midi et 2, ce qui ne marche pas. Et le groupe se casse la gueule, il n'y a pas d'autre terme. Donc votre question, elle est juste. Nous, on fait très attention à ça pour ne pas que notre groupe périclite, mais qu'il se développe. Voilà. Pour rebondir à cette question, je crois qu'il y a évidemment ce risque-là, mais le risque de sclérose n'est pas plus fort dans un réseau qu'il est dans une organisation en général. C'est-à-dire, dans une entreprise, vous avez un patron qui monte une entreprise, il a eu raison pendant 10 ans, il n'arrivera pas à comprendre que maintenant il est en train de se tromper. Mais comme il est à la tête et que c'est son entreprise à lui, il emmènera tout le monde dans le mur avec la conviction que comme il avait raison à l'époque, il a encore forcément raison aujourd'hui. Mais ça, c'est le principe de tout type d'organisation, qu'on l'appelle coopération ou collaboration. C'est un principe d'entropie dans tous les mécanismes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on ne régénère pas, on finit par se scléroser et faire n'importe quoi. Et là, la seule garantie qu'ont les réseaux, c'est le renouvellement et de prévoir le renouvellement de leurs instances. Comme ça se fait avec le BNI de façon extrêmement soutenue. Dans d'autres cas, c'est annuel. Dans d'autres cas, c'est tous les 2 ans, les 3 ans. S'il n'y a pas ce renouvellement-là, il est clair qu'on s'enferre dans des pratiques où on arrive à des choses peu efficaces, ou alors ça devient le réseau qui est à mon service à moi. Et ça, c'est détestable, mais ça existe aussi. Le réseau est assez malléable pour pouvoir arriver à ça. Vous vouliez compléter, Jean-Christophe ? Non. Non, c'est bon, très bien. Alors je vais profiter de ce moment pour vous remercier tous de votre présence. Je tiens particulièrement à remercier mes invités pour la qualité de leur intervention. Merci. Et pour la réussite de cette table ronde qui a été vraiment riche et passionnante. Donc je vous remercie vraiment tous les 4. Je remercie également Olivier Coussy et Nawel Daffer pour votre accueil. Je vous remercie beaucoup. Et bien sûr, Rova pour ton intervention. Il doit conclure en 2 minutes. Très bien, alors je finis mes remerciements. Oui. Et je te donnerai le mot de la fin, c'est toi qui auras le mot de la fin. Et donc je continue sur mes remerciements. Donc je remercie l'IAE et le laboratoire CEREJ, mais également les techniciens. Donc Ahmed, je vous remercie, Ahmed Abkari, Hervé Lévesque de RCF Poitou, accompagné de Christian Rouziou pour la technique. Merci à vous tous de votre présence. Et donc on va laisser le dernier mot de la fin à l'exercice peut-être le plus difficile, faire une synthèse en 2 minutes de ce qui a été échangé en 1 heure. Bon courage. Merci beaucoup et je remercie également tous qui ont participé, qu'elle a déjà énoncé auparavant. Si pour résumer en quelques mots ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est qu'on a parlé du réseau à la collaboration, du local à l'international. On a commencé par définir les concepts de base, qui est le réseau, quels sont les styles, les types, et surtout ce qui est important, c'est qu'il y a des règles et qu'on doit avoir envie et confiance pour entretenir et pour rester dans le réseau. Et on a rajouté aussi que pour l'internationalisation, c'est difficile, mais que les réseaux permettent de surmonter ces difficultés-là. Et ensuite, on avait vu 2 exemples venant du monde professionnel, qui est Néologie et BNI. Donc, on a pu voir un rapprochement, je dirais, entre ce qu'on voit
dans la salle qui est majoritairement théorique et comment ça se passe vraiment dans la pratique. On a vu par exemple qu'il y a des animations, des accompagnements, voire même jusqu'au lever de fonds. On a vu aussi qu'il y a BNI qui est un marketing de recommandation qui vend une augmentation de chiffre d'affaires. Donc on avait conclu par les échanges et les questions concernant, je ne vais pas tout redire, il y a des échanges sur les acteurs, sur les limites, les collaborations. Donc je crois avoir pu tout résumer. Merci à tous. Merci Romain. Merci. Et donc, comme toute bonne réunion d'un réseau, c'est terminé par un apéro. On vous convie